Bonjour à tous et bienvenue dans la salle de contrôle du centre de lancement où nous allons pouvoir suivre le lancement de satellites. Oui, bonjour. En effet, nous allons vivre tous ensemble le lancement de véhicules spatiaux pour qui le voyage commence à bord d'une fusée, d'un lanceur. Nous sommes à Kourou, la base de lancement d'Ariane Space, située en Guyane. Ariane 5 a été choisi car elle est capable de lancer 2 charges utiles simultanément. Il s'agit du satellite de télécommunication Arabsat 5A et COMS, un satellite coréen multimission, puisqu'il assurera une mission d'observation météorologique ainsi qu'une surveillance des océans. Il jouera le rôle d'une sentinelle en quelque sorte. Oui, et Arabsat 5A celui d'un messager qui fournira des services de télécommunication. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a en effet un souci. Le lancement devrait être retardé. C'est assez fréquent, il y a tellement de paramètres qui doivent être favorables. Ce retard va peut-être nous arranger. Il semblerait que le lancement soit imminent du côté du Kazakhstan. Vous avez raison, nous reviendrons à Kourou lorsque les paramètres météo seront ouverts. Rejoignons plutôt le cosmodrome de Baïkonour. Il s'agit du célèbre centre spatial situé au Kazakhstan qui le loue à la Russie, ou plus précisément aux forces spatiales militaires russes, et qui est exploité par Roscosmos, ILS et Starsem. C'est justement à un tir Starsem que nous allons assister, le lancement de la fusée Soyouz, qui peut placer une charge utile de plus de 7 tonnes en orbite basse. Soyouz est utilisé entre autres pour mettre en orbite les équipages de la Station spatiale internationale. Soyouz? Mais je pensais que Soyouz était le nom de programme spatial dans les années 60. Vous avez raison, mais ce lanceur, dont la conception remonte aux années 50, a gardé ce nom car il a été utilisé initialement pour lancer les vaisseaux avec équipage du programme Soyouz. Elle n'est pas trop vieille cette fusée? Il y a eu bien évidemment plusieurs versions depuis la première qui a lancé Sputnik 1. N'oubliez pas qu'un lanceur, dans tous les cas, n'est utilisé qu'une seule fois. Aujourd'hui, il s'agit de Soyouz 2-1B. D'accord, me voilà rassuré pour le véhicule qu'elle doit mettre en orbite. Il s'agit d'un télescope. Oui, c'est bien ça, un satellite astronome, CORO, un télescope spatial. L'instrument permet de sonder par une technique appelée sismologie stellaire les phénomènes physiques se produisant à l'intérieur des étoiles, ainsi que de détecter les fameuses exoplanètes. Les planètes qui ne font pas partie de notre système solaire. Voilà. Oui. Ah, tenez, regardez les différentes étapes du lancement. Après le décollage, vient le largage de 4 accélérateurs, puis celui de la coiffe. Il y a ensuite le décollage du deuxième village, et enfin la séparation du satellite peut avoir lieu. CORO va être placé par Soyouz sur une orbite appelée orbite circulaire polaire inertielle, à une altitude de 896 km. Les véhicules spatiaux positionnés sur ces orbites survolent ainsi les pôles de la Terre à chaque révolution. CORO devra également effectuer une manœuvre de basculement 2 fois par an lorsque le Soleil risque d'éblouir dans ce moment. Ah, je vous interromps car voici des images du lancement direct. Certes, de nuit, pas facile de voir grand-chose, mais l'essentiel est fait. CORO est en route de l'espace. Ah, il semblerait que les affaires reprennent du côté de Kourou. Ah oui, on dirait bien que cette fois, tous les voyants sont ouverts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage de frein. Allumage d'accélération pour décollage. Dites-moi, les deux satellites se lancent en même temps. Oui, mais ils ne sont pas largués au même moment. Regardez, après le largage des accélérateurs latéraux de la coiffe, puis celui de l'étage principal après 9 minutes de vol, la mise en orbite de transfert intervient un quart d'heure plus tard. C'est là qu'a lieu la séparation des charges utiles, ici Arabsat 5A, et 6 minutes plus tard COMS. Les deux satellites seront ensuite dirigés sur leur position géostationnaire respective. Très bien. Nous n'avons plus qu'à leur souhaiter un bon séjour spatial. Merci d'avoir suivi ce lancement avec nous.
tous et bienvenue au Labo Mars. Je m'appelle Damien et on va être ensemble pendant une trentaine de minutes afin de réaliser des expériences pour mieux connaître les caractéristiques de la planète Mars. Notre fil conducteur d'ailleurs, ça sera la découverte de l'environnement martien qui est très différent de l'environnement terrestre. Et pour commencer, je vous propose de réaliser un petit jeu collectif pour un peu vérifier vos connaissances sur la planète Mars. Ça va être de réaliser une maquette miniature. Vous voyez qu'à côté de moi, j'ai un globe terrestre qui fait environ 30 cm de diamètre. Et je vais vous demander, si vous souhaitez participer, d'estimer la largeur de Mars. Donc pour cela, vous pouvez mettre vos mains au-dessus de vos têtes et comme ceci, estimer la largeur de Mars par rapport à ce globe terrestre. Selon vous, Mars a ferait cette taille. Je vois des réponses variées, certains me disent plus grand, d'autres plus petit. Alors on va lever le suspense de suite. En réalité, Mars, elle est 2 fois moins large que la Terre. Tout à fait. Je crois que Alors, à titre de comparaison, justement, on va pouvoir comparer avec un autre astre qu'on a c'est bien, la Lune est, elle, 4 fois moins large que la Terre, donc 2 fois moins large que Mars. Alors d'ailleurs, si vous voulez voir les diamètres réels, les voici. Donc là, vous avez bien évidemment ces astres qui ont été placés les uns à côté des autres pour comparer ces diamètres, mais en réalité, ils sont bien plus distants que ça. Et justement, en parlant de ça, mettons Mars un petit peu de côté et intéressons-nous à la distance entre la Terre et la Lune. Je vais vous proposer 3 chances pour estimer à cette échelle donc, la distance entre la Terre et la Lune. Je vais m'éloigner progressivement de la Terre avec celle-ci et vous allez me dire stop lorsque vous pensez que je suis à la bonne distance. Vous êtes prêts? C'est parti. Par rapport à quoi? C'est encore plus loin. Oui, ben c'est 350 000. Je ne sais pas à quoi ça On a un correspond. deuxième stop ici. Ok, vous avez encore un essai. Ok, bon, ça a l'air d'être votre décision finale. Voilà. En fait, là, c'est encore plus loin. Alors, j'ai entendu certains qui me disaient d'aller dehors. Bon, je ne vais peut-être pas le faire. En fait, j'ai juste besoin de m'arrêter ici, à 9 mètres de la Terre. Alors, effectivement, ça peut sembler loin, parce que là, on est en réalité à une distance d'environ 384 400 km de la Terre. Mais si ça vous semble loin, rappelez-vous quand même que c'est l'astre le plus proche de la Terre. En comparaison, Mars est, elle, située au plus loin, à 1000 fois la distance Terre-Lune de la Terre. Donc, vous l'avez compris, hein, sur notre échelle, ici sur notre maquette, il faudrait placer Mars à 9 km de notre globe terrestre. Est-ce que j'ai justement un volontaire qui a envie de placer Mars? Non, personne. Ah, je comprends. Ça fait un certain temps de trajet pour y aller. Et en parlant de temps de voyage, justement, pour aller de la Terre à la Lune, il nous faut à peu près 3 jours avec nos technologies actuelles, une fusée à propulsion chimique. Et pour Mars, donc vous l'avez compris, c'est beaucoup plus long, entre 6 et 8 mois de voyage. Ce qui explique qu'à l'heure actuelle, on n'a envoyé aucun humain sur Mars. On n'a envoyé que des robots. Robots qui nous ont justement appris beaucoup sur cette planète, sur ses caractéristiques, et notamment sur son atmosphère. Parce qu'en effet, Mars possède une atmosphère. Alors, une atmosphère, c'est une fine enveloppe de gaz, justement, qui va envelopper la surface de la planète. Et justement, je vous propose de comparer les atmosphères de ces 2 planètes. J'ai avec moi justement un bol, un saladier qui va contenir de l'atmosphère terrestre. J'ai également un petit peu d'atmosphère martienne. Comme ceci. Ça, faut qu'il faut. J'ai également avec moi un outil de haute technologie. Un pistolet à buse. Alors, justement, je vais venir faire des bulles avec ce pistolet et vous allez me dire ce que vous avez observé. D'abord sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, elles se posent et elles descendent, effectivement. Alors, sur Mars, en comparaison, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, elle flotte, effectivement. Elle flotte dans l'environnement martien. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, d'ailleurs, de ces bulles? Ouais, effectivement, de l'air, en fait, ce qui compose notre atmosphère terrestre. C'est justement ce qui explique que les bulles dans notre saladier, elles flottent. Et si là, elles flottent, ça veut dire que l'atmosphère martienne, elle est plus lourde que l'atmosphère terrestre. Alors, également, on pourrait se demander si on pourrait respirer de cette atmosphère martienne. Alors, est-ce que j'ai un enfant au premier rang qui est motivé pour faire l'expérience? Il le fera qu'une fois. Non, je ne vais pas utiliser un enfant. Désolé, j'avais l'air très motivé. J'ai plutôt utilisé une bougie en fait à la place.
bougie qui a en fait besoin également de dioxygène pour brûler, tout comme les humains ont besoin de dioxygène pour respirer. Alors, je vais allumer cette bougie. Et je vais venir justement verser un petit peu de l'atmosphère de chacune de ces planètes sur notre bougie. Voilà, c'est pas mignon. Bon, ça se passe bien, ça va. On s'y attendait, on peut respirer sur Terre. Et qu'en est-il de Mars? Parce qu'il y a les bulles. Alors, comme vous le voyez, effectivement, la bougie, elle s'est éteinte. Ça, c'est parce qu'on l'a vu tout à l'heure, l'atmosphère martienne, elle est plus dense que l'atmosphère terrestre. Donc, elle va venir couler sur la bougie. Et donc, si celle-ci s'est éteinte, ça veut dire que dans l'atmosphère martienne, il n'y a pas assez d'oxygène, même s'il y en a une petite quantité, il n'y en a pas assez pour qu'un humain puisse respirer. Et pour que une bougie puisse brûler. C'est pas une bonne idée de voir respirer l'atmosphère martienne. D'ailleurs, à votre avis, de quel gaz s'agit-il? On a vu que c'était un gaz plus lourd que l'air et qui n'était pas du dioxygène. C'est un gaz que vous connaissez. Alors, c'est pas du diazote. Effectivement, je l'ai entendu, c'est effectivement du CO2, du dioxyde de carbone. Effectivement. Parce qu'en effet, l'atmosphère martienne va contenir pas moins de 95% de CO2 dans son atmosphère. En comparaison, sur Terre, on va avoir 21% de dioxygène, qui est le gaz qui nous intéresse plus que c'est celui-là qui nous permet de respirer, et également 78% de diazote, qui lui est le gaz inerte, qui nous intéresse nous humains un petit peu. Alors 95% de CO2, justement sur Mars, dans l'atmosphère martienne, ça veut quand même dire qu'il y a 5% d'autres gaz. Et parmi ces 5%, bah, il va y avoir une petite quantité de vapeur d'eau. Parce qu'en effet, sur Mars, il y a de l'eau sous forme gazeuse et également sous forme solide. L'eau des calottes glaciaires de Mars au pôle Nord et au pôle Sud, comme sur Terre. Justement, là, on va pouvoir s'intéresser à la température de ces glaces, de ces deux planètes, de ces glaces d'eau, en comparant leur température. Alors, j'ai avec moi un petit peu de glace d'eau terrestre, c'est juste des glaçons, ça je pense que vous en avez déjà vu. Et là, je vais un peu me protéger parce qu'on parlait de glace d'eau martienne. Ça va être trafiqué. Ouh là là. C'est de la glace. Alors je vais disposer sur ces deux glaces. Et je vais venir placer un petit peu d'eau dans ces deux cuillères. Et on va pouvoir voir en combien de temps elle gèle. Et là, en parlant de ça, sur Terre, comment est-ce qu'on fait des glaçons? Quelles sont les glaces? Ouais, non, congélateur, effectivement. Il y a quelle température environ? C'est ça, souvent les personnes. Ouais, c'est ça, c'est souvent les adultes qui savent, entre moins 15 et moins 20 degrés, souvent vers moins 18. Ça prend combien de temps pour faire les glaçons? Ouais, c'est ça, ouais, une bonne heure, 2 heures, souvent, effectivement. Ça prend du temps. Alors, maintenant, revenons un peu vers Mars. Mars, elle est de quelle couleur selon vous? Ouais, rouge, orange, or, effectivement. Ça, c'est une température plutôt chaude, plutôt froide. C'est des couleurs. Ouais, effectivement, c'est des couleurs chaudes. Du coup, Mars, elle est. Ouais, effectivement. Mars, c'est une planète, effectivement, plus froide que la Terre. Elle est située plus loin du Soleil. Et sa température à sa surface, en fait, c'est environ moins 63 degrés Celsius. Ça peut descendre jusqu'à moins 140 degrés Celsius. Et vraiment là, au niveau de l'équateur, en plein été, entre midi et 2, pleine canicule, là on peut monter le maximum jusqu'à plus 20 degrés. Bon, rien à voir par rapport aux températures qu'on a eues, c'est quelques mois. Alors, c'est pourquoi donc, on l'a vu, en quelques dizaines de secondes sur Terre, on ne peut pas faire des glaçons. L'eau n'a pas le temps de geler. Cependant, sur Mars, là vous le voyez, même si l'eau n'a pas totalement gelé, là, il y a déjà eu une formation de glace. Déjà en bonne partie gelée. Elle reste collée à la cuillère. Parce que Mars, on l'a vu tout à l'heure, elle est bien plus froide que la Terre. Alors, en attendant, donc, la glace en dessous, la glace d'eau, elle est venue se réchauffer.
Sur Terre, quand la glace d'eau elle se réchauffe, elle passe sous quel état? Est-ce qu'elle passe solide à l'état? Effectivement, c'est ce que vous voyez là, une formation de liquide. Sur Mars, à votre avis, elle passe sous quel état quand elle se réchauffe? Gazeux, vous direz? Eh bien, effectivement, on peut voir qu'il n'y a pas de formation de liquide. Donc, ça reste une bonne hypothèse. Le gaz, on ne peut pas le voir, donc on ne peut pas l'affirmer comme ça. Néanmoins, on peut faire une petite expérience pour le vérifier. Comment vous vérifieriez, vous, qu'il y a bien du gaz qui se forme? Vous avez une idée? Pas besoin de lever la main si on n'est pas à l'école. Oui, effectivement, avec un ballon de roche, vous voyez juste là. En fait, ce que je vais simplement faire, c'est insérer un petit peu de glace dans ce ballon de ruche. Je vais utiliser d'ailleurs ce tube à essai comme intermédiaire. Ce que ça va me permettre justement, c'est que s'il y a bien formation de gaz lorsqu'il se réchauffe, un peu à la manière de lorsque vous soufflez dans un ballon, des molécules de gaz s'ajoutent et donc ils gonflent, eh bien, s'il y a bien formation de gaz, le ballon devrait gonfler. Voilà. Ça va être l'heure pour moi de réaliser la partie la plus technique de l'animation. Je mets un ballon. Les parents qui ont déjà fait des anniversaires, mais C'est pas grave. On va y arriver. là, vous voyez qu'il a déjà commencé à gonfler. D'ailleurs, si je l'agite, ça va un petit peu accélérer le processus. Et là, il va continuer à gonfler pendant la mission, puisqu'effectivement, il y a du gaz qui se forme lorsque la glace d'eau ancienne se réchauffe. Alors justement, on va pouvoir faire pour certains un petit retour en arrière, un petit retour au collège, et ça sera en avance. On va pouvoir voir le diagramme du changement d'état. En effet, on l'a vu, sur Terre, la glace d'eau, quand elle se réchauffe, elle passe sous cet état liquide, sauf que là-dessus, c'est ce qu'on appelle la fusion. Sauf que sur Mars, donc, elle passe directement à l'état gazeux. C'est la sublimation. Alors, je vous propose de réaliser une nouvelle fois l'expérience, mais cette fois-ci avec un autre contenant. On va cette fois-ci pas utiliser un ballon en paroi élastique, mais cette fois un sachet aux parois inélastiques qui est en plus transparent. Comme ça, on va pouvoir un peu mieux voir ce qu'il se passe justement. Et je vais pouvoir aussi rajouter un petit peu d'eau pour réchauffer le tout un peu comme tout à l'heure. Et comme pour le ballon, on va venir isoler cela de l'environnement extérieur. Un peu comme ceci. Voilà. Et quoi? Non. Effectivement, certains l'avaient un peu dit, effectivement, ça va exploser. Prismétique, ouais, c'est ma partie préférée de l'expérience. Et j'ai tout besoin de ça d'ailleurs, hein, c'était pas pour la description, c'était pour le sachet. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a du gaz qui va s'accumuler. Sauf que dans le ballon, là, c'est le volume qui va augmenter. La pression, elle va s'équilibrer avec la pression extérieure, elle ne va pas augmenter. Et dans le sachet, lui, il n'est pas élastique comme le ballon, il va avoir des parois inélastiques. Et donc, il va atteindre un certain volume fini. Et au bout d'un moment, la pression va s'accumuler et il ne va pas être capable de résister à cette pression. Donc, à un moment, ça va exploser. Ça me fait d'ailleurs un petit peu peur, ça va? Parfait. Alors, je vous propose de réaliser une dernière fois l'expérience, mais cette fois-ci donc pour voir l'effet de l'accumulation de pression. Cette fois sans que ça explose, parce que là, l'expérience s'est interrompue en cours de route, parce que le sachet n'a pas été capable de résister. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un tube à essai, un tube en plastique renforcé comme celui-ci, qui va me permettre justement de mieux résister à la pression. Également, je vais venir utiliser une masse plus précise de glace martienne. Puisque cette fois-ci, j'ai pas envie que ça explose. Ouais. 25. Un petit morceau. Allez, c'est parti. Alors, là, en fait, ce qu'on va faire, ça va être un retour dans le passé. On va remonter le temps. Sur Mars, il y a 4 milliards d'années. En effet, l'intérieur de mon tube, en fait, ça va être l'environnement martien, l'atmosphère martienne, qu'on va venir isoler de l'atmosphère terrestre. Donc pour ça, vous allez entendre un petit clic, justement. Ça, on va dire que c'est bien isolé. Voilà, parfait. Et on va venir, comme tout à l'heure, donc réchauffer cette glace d'eau martienne. Alors là, comme tout à l'heure, il y a formation du gaz. On ne voit pas donc, mais on a vu avec le ballon. Il y a du gaz qui se forme. Alors là, la pression à l'intérieur, elle continue à augmenter. Sauf que tout à l'heure, l'expérience s'est interrompue à
parce que le sachet, lui, il ne résistait pas. Et là, le tube, il va résister. Et donc là, en fait, comme je vous disais, on remonte le temps. Il y a 4 milliards d'années sur Mars, puisqu'à l'époque, la pression était beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, elle est 150 fois plus faible que sur Terre. Environ 6 millibars au lieu de 150 millibars. Et vous voyez que il y a 4 milliards d'années sur Mars, à l'époque, il y avait de l'eau sous forme liquide. Effectivement, il y avait de l'eau liquide sur Mars. Alors, entre-temps, donc, la pression, quand même, elle a diminué, l'atmosphère, elle s'est raréfiée. Et donc, Mars a perdu une partie de son atmosphère. Et alors là, on ne peut pas trop le voir, mais va y avoir des petites bulles qui vont se former. Ça, c'est parce qu'en fait, l'eau, elle va rentrer en ébullition et elle va repasser sous forme de gaz. Mais Mars, elle n'a pas perdu qu'une partie de son atmosphère, on a quasi perdu la totalité, et également les températures ont bien chuté. Donc, Mars, maintenant, a été bien froide. Donc, le reste de l'eau est passé sous l'état solide. Vous voyez juste là. C'est ce qu'on a vu au niveau des calottes, justement, tout à l'heure, de Mars. Alors, revenons vers cela avec notre diagramme comme tout à l'heure. On avait notre glace sous l'état solide. On l'a vu, quand je suis venu la réchauffer, elle est passée sous forme gazeuse, c'est la sublimation. Néanmoins, donc, puisque la pression s'est cette fois-ci accumulée, eh bien, une partie de ce gaz est passée sous l'état liquide, c'est la liquéfaction. 4 milliards d'années, vu qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars. Mais Mars, elle a quand même perdu une partie de son atmosphère entre-temps. Et donc, une partie de ce liquide est repassée sous forme gazeuse, c'est la vaporisation. Et Mars n'a pas perdu qu'une partie de son atmosphère, presque la totalité, et avec des températures qui ont drastiquement chuté. Et donc, le reste du liquide est lui passé sous l'état solide, c'est la solidification. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'eau liquide sur Mars, que de l'eau sous forme solide ou gazeuse. Alors, justement, je dois quand même, entre-temps, vous faire une petite confidence quant à ma glace d'eau martienne. En réalité, en fait, c'est pas de la glace d'eau martienne. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas de l'azote. Effectivement, ça va être de la glace carbonique, c'est du CO2 sous forme solide. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai utilisé cette glace pour venir générer justement du CO2 pour représenter l'atmosphère martienne, qui est composée donc à 95%. Alors, au-delà de ça, à votre avis, pourquoi pour représenter la glace d'eau martienne, j'utilise ici de la glace carbonique? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi je n'utilise pas de la glace d'eau martienne? Dans l'hypothèse, j'aurais pu en ramener, mais si les personnes sur Mars ne vont en récupérer. Parce que effectivement, ça serait la même chose que de la glace d'eau terrestre. Une fois ramenée sur Terre, dans les mêmes conditions de pression et de température que la Terre, en fait, elle se comporterait de la même façon. C'est pour ça que sur Terre, pour représenter le comportement de la glace d'eau sur Mars, eh bien, on doit utiliser un autre élément. Ici, c'est de la glace carbonique qui est à moins 73 degrés Celsius et qui se comporte de la même façon que se comporterait de l'eau sur Mars. Alors, on l'a quand même vu, et d'ailleurs, oui, petit aparté, du coup, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était pas de l'eau liquide dans le tube, c'était du CO2 liquide. Et en parlant donc de cette eau liquide sur Mars, à votre avis, en quoi ça peut être intéressant pour les scientifiques de savoir qu'il y a eu de l'eau sur Mars dans le passé? Pour détecter les traces de vie. Ouais, effectivement, j'ai entendu détecter des traces de vie. Puisqu'en effet, sur Terre, on sait qu'à l'heure actuelle, ce qui a permis l'apparition de la vie sur Terre, c'est les océans. La vie, elle s'est formée dans les océans. Et donc, détecter de l'eau liquide sur Mars, ça peut supposer qu'il y a eu présence de vie dans le passé sur Mars. À l'heure actuelle, on sait qu'il n'y a aucun être vivant sur Mars. Il n'y a pas de vie sur Mars. Par contre, il y en a peut-être eu dans le passé. C'est pour ça qu'on a essayé de le vérifier. Alors, à votre avis, comment on peut vérifier qu'il y a eu de la vie sur Mars? Ouais, on fait des prélèvements de terrain. Ouais, c'est une bonne idée. Et bon, il n'y a aucun homme qui allait comment on fait du tout. Ouais, effectivement, on envoie des robots. C'est pour ça donc qu'on a envoyé plusieurs robots. Et un des derniers majeurs d'entre eux, c'est Persévérance. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au terrain martien, mais si c'est le cas, vous allez pouvoir Persévérance. Persévérance, donc, qui est un robot envoyé par la NASA, qui a d'ailleurs même aussi des instruments de NASA à son bord, et qui a comme but de montrer que sur Mars, il y a eu potentiellement de la vie. En tout cas, chercher des traces de vie. Et il n'était pas tout seul, puisque vous le voyez, il était accompagné aussi d'un autre robot, c'est Ingenuity, un petit hélicoptère. Alors, quel est le rôle de Persévérance? Persévérance, en fait, il va avoir notamment un bras
qui va être muni en fait d'un instrument qui va être capable de percer des carottes donc, dans le sol martien pour avoir des prélèvements. Et il va venir remplir des petits tubes comme ceci avec justement ces roches martiennes. Et l'objectif à terme, ça va être avec une autre mission de venir récupérer ces échantillons sur Mars et de les ramener sur Terre pour faire des analyses une fois sur Terre. Puisque même si Persévérance c'est un petit bijou de technologie avec beaucoup d'instruments de précision, eh bien il n'a pas les instruments qu'on a sur Terre, qui peuvent faire jusqu'à des fois la taille d'une maison, et qui permettent de déterminer avec précision s'il y a eu de la vie ou non. C'est pour ça donc qu'on va récupérer ces échantillons. Les robots, eux, on ne les récupère pas parce qu'après, à la fin, ça reste des carcasses. Et dépenser des milliards pour récupérer des carcasses de métal, on ne fait pas ça. Alors, je vous ai parlé d'Ingenuity juste avant. Pourquoi on a envoyé Ingenuity? Je vous l'ai dit avant, dans l'atmosphère martienne, celle-ci elle est très raréfiée. Et donc, c'est quand même un plus gros challenge de faire voler des objets. Sur Terre, c'est assez facile. Actuellement, on peut voler des avions, des hélicoptères, etc. Sur Mars, on n'a jamais tenté. Et c'est donc l'objectif d'Ingenuity, c'est de voir si on est capable de voler sur Mars. Justement, avec moi, j'ai aussi un petit drone. Alors lui, il est bien plus petit qu'Ingenuity. Et justement, on va voir si lui, il est capable de voler sur Mars. Alors déjà, vérifions s'il est bien capable de voler sur Terre. Vous voyez que il en est capable. Alors comment il fait ça? Et tout simplement en faisant tourner ses hélices, il va venir brasser des molécules d'air, ce qui va générer une forme de portance vers le haut, qui va lui permettre donc de s'élever dans les airs. Si j'arrête de faire tourner les hélices, il revient sur le sol. Néanmoins, qu'en est-il dans une atmosphère martienne, justement? Pour cela, on peut le vérifier en mettant tout simplement une cloche au-dessus, afin d'isoler l'atmosphère intérieure de l'atmosphère extérieure, et venir justement récupérer une partie des molécules intérieures, diminuer donc la pression, et vérifier donc si on est capable de faire voler cet hélicoptère. Là, j'utilise une pompe à vide, mais pas besoin de faire le vide à l'intérieur. Sur Mars, il y a quand même une atmosphère. Là, à l'intérieur, la pression a diminué, alors que la pression extérieure, elle reste constante. D'ailleurs, un des signes de cela, c'est que vous voyez le support bien avec la cloche. Et comme je vous le dis, pas besoin de faire le vide, donc cela sera suffisant. Et maintenant, vérifions si notre hélicoptère est capable de voler sur Mars. S'il y a encore des batteries. Ah, une batterie. Ou alors il y a une bouteille qui brûle. Alors, je vais réaliser rapidement une bonne expérience. Je vais reconnecter. Ouais, petit fail en direct, c'est pas grave. On va commencer. C'est bien capable de voler, vous l'avez vu. On va retirer rapidement donc une partie de l'atmosphère. Et il vole aussi. Ça va, c'est bon, parce que c'est une bonne menace. Tu veux. Allez, c'est bon. Et on laisse tout contenir. Et là, vous le voyez, effectivement, là, ces hélices, elles tournent, cependant, il reste au niveau du sol. Parce qu'il n'a plus assez de molécules à brasser, et donc la force de portance est inférieure justement à la gravité, il reste au niveau du sol. Donc, sur Mars, cet hélicoptère ne serait malheureusement pas capable de voler, alors que sur Terre, il est bien capable de le faire. Et qu'en est-il d'Ingenuity? À votre avis, est-ce que Ingenuity a été capable de voler? Oui. Alors justement, un petit indice, c'est des ingénieurs de la NASA qui l'ont conçu. Et je vous propose de voir le premier vol d'Ingenuity. Et vous pouvez voir que effectivement, il a bien été capable de décoller. Alors pourquoi ça? Là, ça se voit pas forcément beaucoup, mais Ingenuity, en fait, sa charge utile, c'est 15 cm de côté. La partie carrée que vous voyez juste en dessous de ses pales. Ces pales, à lui, elles font 1,20 m de diamètre. Donc c'est bien plus grand que, justement, en termes de proportion, ses homologues terrestres. Et également, il y a une autre modification qui a été faite par les ingénieurs de la NASA, c'est que ces pales, elles tournent beaucoup plus vite que justement des hélicoptères sur Terre. Environ 4 fois plus vite, à 2600 à 2700 tours minute. C'est donc ces modifications qui ont permis à cet hélicoptère de pouvoir voler, même dans un environnement avec une atmosphère raréfiée comme Mars. Et justement, donc, le rôle d'Ingenuity, c'était d'être un démonstrateur technologique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait jamais fait ça.
Et son but, c'était de faire 5 à 6 vols. Au final, il en a réalisé 72. Et lors de son 72e vol, qui était en janvier dernier, en fait, il a cassé 2 de ses pales. Et donc maintenant, il est plus capable de voler. Alors, moi, ça restait quand même un formidable succès, 72 vols, alors que l'origine devait en faire 5 ou 6. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rôle de persévérance, c'était, enfin, et c'est toujours d'ailleurs, sur une durée d'environ 10 à 15 ans, de récupérer des échantillons sur Mars. Et pour cela, il va très très lentement. Il ne veut surtout pas prendre le plus de sécurité possible, surtout pas percer ses roues sur des cailloux, toujours chercher le chemin optimisé. Et justement, Ingenuity va pouvoir l'aider dans cette tâche. En fait, il va pouvoir servir d'éclaireur, puisque lui, en décollant du sol martien, déjà, il ne va pas avoir de cailloux à rencontrer, donc il va pouvoir aller beaucoup plus vite. Il va pouvoir aussi prendre de la hauteur et donc avoir un aperçu de la zone qui entoure Persévérance et va pouvoir donc le guider. Il faut savoir que le record d'altitude de notre cher Ingenuity, c'est à peu près 20 mètres de haut. Et nous aussi, donc, on va pouvoir prendre un petit peu de hauteur, plus qu'Ingenuity, puisque nous, on va pouvoir directement aller en orbite autour de Mars. Ceci, ce que vous voyez là, c'est un véritable cliché qui a été pris par une sonde qui est en orbite autour de Mars. Alors, ce que vous voyez notamment, c'est Valles Marineris. C'est le plus grand canyon du système solaire, rien que cela. Il fait environ 3500 km de long, c'est à peu près la largeur des États-Unis. Et ce que vous voyez au fond de celui-ci, c'est du brouillard martien. Puisqu'en effet, sur Mars, il peut y avoir du brouillard. Alors, comment cela? En fait, sur Mars, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de la vapeur d'eau. Vapeur d'eau qui, en rentrant en contact avec le froid martien, notamment au fond des canyons, en dessous de 60 degrés Celsius, eh bien, cette vapeur d'eau va venir se cristalliser en mini-cristaux. Et c'est ça qui va former en fait le brouillard martien. Le brouillard qui va donc être sec. Parce que sur Terre, ce n'est pas des mini-cristaux d'eau primaire, mais c'est des mini-gouttelettes d'eau. Le brouillard est donc humide. Sur Mars, il est sec. Et justement, je vous propose de recréer un brouillard martien. Donc pour ça, j'ai besoin d'une vallée. Vous avez devant vous Valles Marineris. J'ai également besoin de vapeur d'eau. Donc là, vous avez justement de l'eau chaude qui va servir à justement avoir de la vapeur d'eau. Et j'ai également besoin d'une source de froid. Là, je vais utiliser la gaz carbonique. Dis-toi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Et donc là, ce que vous voyez là, c'est un brouillard martien. C'est sur cette expérience que se termine notre animation. Je vous remercie d'avoir participé au laser. Excusez-moi, une question. Sachant que la masse est invariable, un homme peserait combien sur Mars? C'est environ 0,4 G, donc il pèse 2,5 fois moins. La moitié. Si un homme de 80 kg, il pèserait dans les à peu près 45. 35 kg à peu près. Ah, ok, 35. Merci. Merci.